L'association Chair à tout cœur a organisé donc une première, puisque c'est la première conférence de médias indépendants qui se déroule donc ici, qui devait à l'origine se dérouler au centre de congrès de Vierzon, là où on avait fait déjà des événements comme les premières et deuxièmes rencontres citoyennes internationales. Et malheureusement, 3 à 4 jours avant, la communauté de communes a annulé notre événement au propos que les journalistes qui étaient présents donc, sur la conférence donc avaient des propos sur leurs réseaux sociaux ou par voie de presse qui ne correspondaient pas aux valeurs de la communauté de communes et qu'ils n'avaient pas été avisés donc, du thème et des personnes intervenantes, ce qui n'est pas vrai puisque le 17 octobre, ils ont reçu une affiche justement avec le thème de la conférence, avec les logos des intervenants. Cette affiche a été mise en ligne et donc ils avaient toutes les informations, mais ils n'ont réagi que plus de 15 jours après, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Si, on a quelques idées malheureusement. Notre association dérange alors que ce qu'on fait n'est pas contre, mais pour soutenir, aider et apporter toute notre aide sur, entre autres, les victimes des vaccins Covid. Et on a trouvé que donner un coup de main aux journalistes qui étaient là pour pouvoir faire une conférence, c'était approprié puisque ce sont les rares qui parlent effectivement de ces victimes qui sont isolées, ignorées et qui, elles, ont besoin d'aide et de reconnaissance et voilà, surtout de pouvoir sortir de ces problèmes thérapeutiques. Alors, nous étions venus déjà à 2 reprises couvrir des événements qui avaient été autorisés à Vierzon. Alors, la première rencontre avait déjà été annulée la veille, à 6 h du soir pour le lendemain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mobilisation de tous les collectifs, associations, membres, bénévoles, soutiens qui ont contacté la communauté de communes. Et en fait, on ne sait pas si c'est que ça, mais la communauté de communes, 2-3 heures après, a reculé et nous a informé qu'on pouvait donc faire les rencontres. Et on a toujours fait cet événement consciencieusement, dans le respect des lois, sans faire de prosélytisme, sans monter sur l'esplanade, sans haranguer les gens. On a fait ça en cercle, voilà. Les gens qui voulaient rentrer rentraient, s'informaient, mais on n'a jamais fait de la propagande, contrairement à ce qui est dit. Ce que tu fais en rap, toi, est-ce que tu penses qu'une intelligence artificielle pourrait faire, j'allais dire, mieux? Je sais pas. Ouais, ça se trouve, ouais. C'est ça qui fait un peu peur. J'y pense pas, franchement, j'y pense Non, pas. faut pas y penser, mais ça, Non, je voulais poser le débat quand même parce que c'est un thème qui est très d'actualité, très contemporain, sachant qu'on utilise déjà des machines pour se parler, pour être tout à fait clair. Mais voilà. Pour moi, ça doit pousser l'humain, parce que moi, quand j'écoute du coup la soul là, des années 50 remixée, voilà, je me dis, mais attends, on a bien des voix humaines comme ça aujourd'hui. Seulement, l'être humain, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Il veut faire ce qui marche. Et ce qui marche, c'est médiocre. C'est vraiment la culture, voilà, la culture de la médiocrité. Souvent, on me demande, mais pourquoi tu n'as pas des producteurs qui te contactent? Mais ils ne vont pas faire d'argent avec moi. Moi, je ne les intéresse pas. Je ne fais pas ce qui marche, moi. Moi, il y a des chansons pour les têtes et des chansons pour les pieds. Aujourd'hui, il n'y a que des chansons pour les pieds. Enfin, Non, mais je stigmatise un peu. Bien sûr qu'il y a des superbes artistes, mais moi, là, j'en suis venu à même pas culpabiliser d'écouter cette soul faite par l'IA, parce que je me dis, mais l'être humain, il est capable de me donner ça, mais il ne me le donne plus. Alors bon, je suis tellement amoureux de la musique que je satisfais mon audition, bon, voilà. Mais c'est parce que je suis déçu de l'être humain, il est capable de faire ces choses-là. Donc, je me dis, ça peut peut-être pousser les êtres humains à recréer de la musique qualitative, des choses qualitatives. On est capable de le faire seulement, voilà. Ils sont tous attirés par l'argent, par le succès, et ce qui marche, c'est voilà, le business de la sensation. Les rappeurs, les clips de rap qui marchent le mieux au monde, c'est des mecs qui sont bodybuildés, qui parlent de meufs, de fric, de sexe, de drogue, de violence. Voilà ce qui marche. Seulement, voilà. Bon, je garde espoir. Je suis très, autrement, j'arrête. Tu es un des rares, peut-être même un des premiers qui dit ça. Et je te remercie parce que ça donne de l'espoir et on en a besoin. C'est de dire finalement, l'intelligence artificielle peut nous inciter, nous, en tant qu'êtres humains, à se surpasser et à se perfectionner. Et ça, c'est un discours pour moi positif et qui est tout à fait réaliste en plus. C'est-à-dire que, bien sûr, moi, toute ma bibliothèque, je pourrais la synthétiser dans un truc d'intelligence artificielle qui prendrait, je ne sais pas, 2 heures, je caricature, mais qui ferait que, voilà. Mais
putain, touche un bouquin, respire-le, Voilà. touche la couverture. La guerre secrète contre les peuples, c'est autre chose en intelligence artificielle ou en e-book qu'en lisant le bouquin papier, etc. Le message central qu'on doit faire passer aux gens, c'est que la souveraineté alimentaire, c'est la clé de n'importe quelle société. Toutes les sociétés du monde, du nazisme au communisme, tout se base sur la souveraineté alimentaire d'abord. Après, tu mets la sécurité, après, tu mets la médecine, après, tu mets l'éducation. Mais d'abord, la bouffe. Si on file au grand capital international le contrôle de la bouffe en France, demain matin, que tu sois le dernier des wokistes ou le plus énervé des gars d'extrême droite, tu ne changeras pas les choses. Parce que même si tu fais une révolution dans le sang, va arriver un moment en fait où il va falloir quand même nourrir la population. Oui, bah oui. Et où tout le monde te tournera le dos si l'option d'être avec toi, ça veut dire regarder tes enfants mourir de faim en fait. Il faut quand même avoir un petit peu de mémoire. Nous-mêmes, la France et nos grands alliés de toujours, c'est des méthodes qu'on a eu appliquées au Moyen-Orient et en Afrique. On a fait péter plus d'un gouvernement avec des émeutes de la faim. Enfin, je ne t'apprends rien, j'imagine. Non. C'est le propre des révolutions, Guillaume. C'est le propre des révolutions. Oui. Et on a trop tendance à oublier en France que, comment dirais-je, j'ai perdu le fil, excuse-moi. Sur la souveraineté alimentaire. C'est plus important. On a trop oublié parce qu'on n'a plus de guerre, qu'on n'a plus de famine, qu'on n'a plus... Mais c'est des réalités, ça touche des millions de gens sur Terre et en fait, c'est nous les suivants. Là, en fait, on va devenir un pays du tiers-monde. Si on fait ça en termes de garantie pour notre sécurité, on sera définitivement aux mains de l'Europe, du capital, de tout ce que tu veux. Et c'est fini après. Il faut vraiment comprendre que c'est fini parce que l'étape d'après sera quoi? C'est toujours pareil, c'est un détricotage. Quelle est l'étape une fois que la souveraineté alimentaire est tombée? La sécurité privée. La police, ça coûte trop cher, l'État n'est pas une maman, machin, alors que si on faisait appel à telle société internationale de sécurité privée, ça coûterait moins cher à l'État, et nanani. Ça peut paraître gros ce que je dis, mais s'il y a 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on avait parlé aux gens de destruction totale de l'agriculture française et de perte de la souveraineté alimentaire, les gens auraient rigolé. Il faut comprendre où on en est, et il faut comprendre que si ce tournant, on ne se bat pas, on est mort. Et les gens doivent se dire, en fait, de quoi j'ai envie pour mes gosses, en fait. Est-ce que j'ai envie que mes gosses, ce soient les esclaves d'un système dont ils ne pourront jamais sortir ou ils ne pourront jamais rien réformer? Je veux dire, même un truc comme le Frexit, si tu n'as plus de souveraineté alimentaire, oublie. Et tout sera comme ça. Donc là, les gens, et il y a beaucoup de gens fabuleux, je reçois énormément de messages très sympas, mais quand on a des messages un peu de guerriers du net, là où on n'en fait jamais assez, où eux, ils feraient, où eux, ils attendent le grand soir, ils sont armés, t'inquiète, le jour où ça pète, ils sont chauds. Mais s'il n'y a plus à bouffer, tu ne seras pas chaud très longtemps. Donc là, il va falloir bouger et voilà, dès que je vais pouvoir parler de la petite idée qu'on a, voilà, tous ceux qui vont vouloir agir, là, il y aura quelque chose à faire. Et comme je te disais, Macron a un énorme service d'ordre pour faire face au peuple français, puisqu'en fait, il se protège surtout contre son propre peuple. Mais la police du quotidien qui assure la sécurité de tout le monde, le respect des lois, tout ce que tu veux, eux, ils sont en sous-effectif, ils ont des gros manques de moyens. Et si par des actions de guérilla, c'est eux qu'on noie, entre guillemets, parce que j'ai pas de problème avec les forces de l'ordre, mais ils vont être complètement dépassés, ils pourront rien faire. Et pire que ça, ils n'auront pas envie de faire, parce qu'il faut pas se mentir, les forces de l'ordre, elles pensent comme nous, ils sont pas complètement idiots. Mais là, même pour les forces de l'ordre, moi je le dirais, si on me permet de lancer un mouvement, moi je le dirais clairement aux forces de l'ordre que là, il faut réfléchir. Parce que là, s'ils se battent contre nous, ils se battront pour des puissances étrangères. Là, eux qui sont patriotes et qui bien souvent vont démarrer. C'est la police républicaine. C'est la police républicaine. Voilà. Et il faudra bien qu'ils comprennent là où est la République et où est le destin de leur pays, leur propre destin, le destin de leurs gosses. Voilà. S'ils sont un minimum à aimer ce pays et qu'ils ont fait ce métier parce qu'ils veulent protéger les gens et aimer ce pays, il ne faudra pas se poser 1000 fois la question. George Washington, donc futur président, enfin premier président aux États-Unis, a rédigé une lettre où il dit, une lettre adressée aux représentants d'une synagogue, du jeune État américain, où il dit qu'en fait, la finalité des États-Unis, c'est de se lancer à la conquête d'un projet qui est la reconstruction du temple. C'est, là, j'avoue que ça a été pour moi un sacré choc parce que, et il faut savoir que le premier saut
SEAU, le premier sceau imaginé par les pères fondateurs américains, entre autres George Washington, c'est une référence biblique avec le héros qui présente, je crois que c'est George Washington, sur ce sceau, une représentation de l'Exode, donc fuyant les armées du pharaon et de la traversée la mer Rouge. Mais c'est vraiment impressionnant de voir que cette lettre de George Washington appelle à la reconstruction du temple en utilisant une formule qui est très ciblée en plus. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté. Et cette idée va perdurer au XIXe siècle en France, via la Révolution française, et il faut voir parmi ces élites juives, qu'elles soient spirituelles ou laïques, la passion qu'elles nourrissent à l'égard de la Révolution française, puisqu'elles disent que 1789 est le socle qui permet de lancer l'idée de la construction du temple. Et je vais citer le cas d'un représentant juif français du XIXe siècle qui s'appelait Joseph Salvador, qui n'était pas particulièrement religieux. C'est ça qui est frappant, et qui dit dans un de ses livres, je ne donne pas le titre du livre, que j'ai évidemment cité dans mon livre avec les références, et c'est même un livre en 2 tomes, que je me suis farci, crayon à la main. Il dit à un moment donné, il part de la Révolution 1789, extraordinaire, merveilleux, qui va propulser le principe, enfin une mission, qui est celle des architectes futurs pour servir de base à la construction monumentale d'un nouveau temple. Et il continue qu'en fait, les descendants de Jacob, les Juifs qui ont été opprimés pendant des siècles, vont prendre leur revanche face aux Goïm, aux descendants d'Ésaü. Et il dit ceci. Donc on est dans les années 1840, dans ces eaux-là. Je le cite. « Le temps de la compassion et du rachat pour le peuple initiateur et expiateur, peuple juif, est arrivé. L'heure providentielle sonne où un renouvellement général doit s'accomplir. Le principe des principes, l'Éternel personnifié en esprit s'adresse à toutes les populations, à toutes les puissances de la terre et s'écrie à chacun son tour, et une idée de revanche. Que les trompettes retentissent comme à la veille des solennités de Jérusalem. Réveillez-vous, nation, réveillez-vous et accourez. Ce n'est plus mon peuple que je vais juger, c'est vous, vos maîtres et vos guides. J'ai des flèches et des récompenses pour et contre chacun. Examinons de près la nature de vos œuvres et comment vous avez agi à l'égard de mon serviteur, à l'égard de Jacob, à l'égard du peuple des peuples. » Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos médias interdisent toute réflexion qui pourrait aboutir à des conclusions différentes de ce que eux nous proposent. C'est ça nos médias contribuent à utiliser. D'ailleurs, c'est dramatique. Je pense que les Européens pensent que Trump n'est pas un pacifiste, mais il a ce sens un peu animal de l'humanité qui lui fait comprendre que ce conflit ne rapporte rien à personne et qu'en réalité, ceux qui en payent le prix sont les Ukrainiens. Et en Europe, on a une vision beaucoup plus perfide de la chose, c'est-à-dire que on n'aime pas la Russie, on voudrait que son régime change et pour ce faire, eh bien, on a décidé qu'on sacrifiait l'Ukraine. Et j'ai beaucoup de contacts en Ukraine d'ailleurs. Et je vous dire que j'ai ici à Bruxelles, beaucoup de réfugiés ukrainiens qui m'ont remercié pour ce que je disais. Parce que pour eux, il est important qu'on comprenne ce conflit dans toutes ses dimensions. Parce que la solution ne peut venir que d'une compréhension de toutes les dimensions, pas simplement le point de vue de Bruxelles, qui est exclusivement celui qui est présenté par nos médias, notamment nos médias d'État. Or, c'est là le fond de la question, c'est la compréhension. On a beaucoup de gens d'ailleurs, même d'ailleurs dans les médias alternatifs, je parle des médias alternatifs francophones,
Il n'y a pratiquement personne, et quand je dis pratiquement personne, j'utilise le mot personne à dessein, qui fait de vraies analyses qui comprennent le conflit. Chacun essaye d'ajuster des arguments plutôt pro-russes, plutôt contre, etc., plutôt pour ou contre, etc., selon le gré du vent, mais qui n'ont pas compris la mécanique de ce conflit, comme d'ailleurs du conflit palestinien d'ailleurs. Et ce que j'ai essayé de faire dans mes livres, c'est de comprendre, d'expliquer cette mécanique. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, j'utilise principalement des sources ukrainiennes pour l'expliquer. Quand on me dit que je dis ce que dit Poutine, c'est pas vrai, c'est Poutine qui dit ce que je dis. Mais c'est pas moi qui dis ce que je dis Poutine. C'est pas moi qui dis ce qu'il dit. C'est l'inverse. Parce que la réalité, c'est que mes sources sont. Vous n'avez pratiquement aucune source russe dans mes livres. Parce que les Ukrainiens ont très bien compris ça. Et ils comprennent très bien aussi que les Européens les exploitent dans cette affaire. Et nos médias, et on voit nos journalistes qui reçoivent des prix, etc., pour le reportage, qui sont même mensongers. Je l'ai démontré d'ailleurs dans certains de mes livres. J'ai expliqué les mensonges, mais vous avez des journalistes de nos médias d'État qui reçoivent quand même des prix pour ça, parce qu'on cultive finalement, non pas une explication du conflit pour faire comprendre le conflit, mais un narratif qui doit finalement soutenir la politique que nous avons contre la Russie.